Et plutôt que de parler de débat, je propose qu'on remonte dans le passé et qu'on parle d'une étrange inscription avec Ismène. Oui, alors, j'allais commencer cette chronique par une question. Quand je vous Ouais. parle du Larzac, qu'est-ce que ça vous évoque, spontanément? Bah moi les La moutons. tablette de défiction du Larzac, bien sûr. Non, on n'a pas les mêmes références. Moi, c'est des moutons et le fromage et le roquefort. Hein. Voilà, c'est ça que ça m'évoque le Larzac. Et des grandes plaines. Et c'est tout. Et du coup, visiblement, apparemment, il y a une tablette de défiction qui traîne quelque part dans le Larzac. Et j'ai Et des l'impression. Templiers. Et des Oui, Templiers aussi. Ouais. Voilà, parce que justement, cette tablette a été trouvée à côté d'un ancien village templier. Mais je vais commencer par le D'accord. commencement. Nous sommes au nord du village de l'Hospitalier du Larzac, dans le lieu-dit La Vessière, un petit hameau. Et c'est à cet endroit que dans les années 80, on a commencé des fouilles archéologiques. C'était avant les travaux de l'autoroute A75 qui depuis traverse la région. On a donc fait des fouilles pour préserver le site entre 1981 et 1985. On a déterré une sorte de village-étape qui se trouvait sur la voie romaine qui s'étendrait entre Lodève et Millau, qu'on appelait à l'époque Luteva et Condatomagus, un site qui a été occupé entre le 1er et le 5e siècle après Jésus-Christ. Ce site comptait une nécropole de 220 tombes, datant pour la plupart des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Et dans la tombe 71, on a découvert une quarantaine de vases, une urne cinéraire, c'est l'urne qui contient les cendres du défunt. La plupart des tombes de cette nécropole étaient des tombes à incinération. Et cette tombe était recouverte d'une tablette de plomb brisée en deux. Elle a été découverte en 1983. Et c'est sur cette tablette que se trouve la plus longue inscription en langue gauloise connue à ce jour. Okay. Alors, les peuples de la Gaule étaient des peuples celtes, donc de culture orale, comme vous le savez probablement tous, mais ils ont quand même beaucoup écrit. On a de nombreuses inscriptions en alphabet grec ou latin de leur part, qui sont disséminées un petit peu partout. Et ce texte est donc le plus long qu'on ait trouvé à ce jour. 57 lignes sur les deux phases de la tablette, 170 mots ou fragments de mots environ. Et il se trouve que ce texte est une inscription magique. Et oui, je vais vous en donner la traduction littéraire, parce qu'il y a diverses traductions qui ont été faites par des savants qui ont travaillé dessus, comme Michel Lejeune ou Pierre-Yves Lambert, qui est entre autres l'auteur d'un dictionnaire de langue gauloise. Alors, la traduction littéraire dit ceci. Ceci est un charme de femme magicienne, ensorcelant des sorcières. Adsaxona regarde par 2 fois au fond de la tombe de Severa Terpionicna, la magicienne de fil et d'écriture, et renvoie leurs maléfices à celles qui sont nommées, libère ceux qu'elles ont frappés d'envoûtement. S'ensuit une liste de femmes, Banonia, fille de Vlatutia, Paula, femme de Polytus, Vlatutia, mère de Banonia, Iaia, fille d'Agédia, Potita, mère de Paula, Severa, fille de Valens, femme de Polos, Adiega, mère d'Aia, Potita, femme de Primos, fille d'Abésia, etc., etc. L'inscription est un peu plus longue parce que, en fait, une des particularités de ce texte, c'est qu'il y a 2 scripteurs. Le premier qui a écrit sur les 2 faces était visiblement plus expérimenté. Ouais. Son texte est assez clair, et le second, en fait, a effacé une partie du texte et a rajouté quelques lignes, comme s'il voulait profiter à son tour du charme de la tablette pour y mettre son grain de sel ou pour rajouter un contresort. Ce n'est pas très clair parce qu'en fait là je vous ai donné une traduction littéraire, mais il y a plusieurs traductions et plusieurs interprétations possibles de ce texte. Alors, je vais commencer en parlant des ex-voto. Alors, les ex-voto, c'est une pratique qui dure depuis l'Antiquité égyptienne à peu près. C'est tout simplement, en fait, des offrandes à un dieu en demande d'une grâce ou remerciement pour un vœu exaucé. Donc, on en a toujours aujourd'hui dans les églises, on en avait en Égypte antique. C'est généralement des vœux de santé, de prospérité, de fertilité. Et ben, les tablettes de malédiction ou de défection, c'est exactement l'inverse. Ce sont des vœux écrits pour faire du mal à quelqu'un ou pour souhaiter du mal à quelqu'un. Ouais, d'accord. Alors, dans l'Antiquité gréco-romaine, en fait, ces tablettes de malédiction étaient souvent laissées dans des lieux dédiés aux divinités infernales, comme les puits, les fonds des sources ou les cimetières. Et oui, il fallait atteindre les divinités chtoniennes, donc on n'allait pas les laisser dans les temples et les lieux officiels. En plus, c'est une pratique qui a aussi été longtemps interdite, même si elle a été très abondamment utilisée.
Alors, il y a des tablettes de défiction, ça vient du latin défictio, qui signifie clouer ou fixer, c'est fixer le mauvais sort. Et il y en a à peu près pour tous les goûts, ça peut être pour se venger dans le cadre d'un procès, ou pour souhaiter la malchance à son rival en amour ou au jeu, ou même des tablettes de défiction qui ont été faites pour maudire un voleur qui vous a pris quelque chose. C'est très varié. En l'occurrence, cette tablette, il y a quelques termes dans la tablette qui laissent penser que c'est peut-être un procès, mais ce n'est pas très sûr. En tout cas, ça dégage 2 groupes de sorcières antagonistes et d'une contre-malédiction qui a été lancée face à un sort qu'elles auraient lancé. Voilà. Ok. Ce qui est original, donc, c'est que d'habitude, on n'a pas des textes aussi longs en langue gauloise et que c'était un texte surtout qui n'était pas destiné à être lu, puisqu'il a été quand même enfermé dans une tombe. Et aujourd'hui, non seulement il a été lu, mais il nous sert pour mieux connaître la langue gauloise, puisque bon, on a des inscriptions en langue gauloise, mais on n'en a pas énormément non plus. On a récemment, alors c'est début 2020, un projet a été lancé qui s'appelle le recueil informatisé des inscriptions gauloises, lancé par Colline Ruiz d'Arras, que vous pouvez consulter en ligne parce que il a été mis en ligne il y a peu. Il y a même un compte Twitter, on peut suivre l'actualité de ce projet. Je vous conseille d'aller le voir. Et surtout pour tous ceux qui sont curieux de mieux connaître les langues celtiques, puisque le gaulois fait partie de la famille des langues celtiques et qu'on n'a pas énormément de bases linguistiques dessus. Je suis une hardcore fan du plan du Larzac. J'ai un t-shirt, j'ai littéralement un t-shirt avec l'inscription dessus, tu vois. Ah bon? C'est quelle partie de l'inscription que tu as sur ton t-shirt? T'as toute l'inscription dans le dos, c'était un t-shirt que j'avais eu quand je bossais au musée archéologique de Montrosier en Aveyron. Et en fait, il y avait eu une expo sur les Gaulois et du coup, on avait fait faire un t-shirt. D'accord. Mais est-ce que tu avais visité Est-ce que tu l'as vu, la tablette de plomb? Non, parce qu'en fait, quand j'ai voulu aller au musée à Millau, eh ben, c'était fermé. Ah merde. Donc j'étais deg. Voilà. Moi non plus, je n'ai pas pu la voir. J'ai été visiter le musée à l'Hospitalier du Larzac cet été. Mais il se trouve que bon, il est très mal fichu en fait. Il y a juste quelques étagères avec les objets qui ont été trouvés, plus une galerie de paléontologie avec des ammonites dans la pièce au-dessus. Mais bon, c'est pas du tout bien mis en valeur. D'après ce que j'ai lu sur internet, pour ce qui concerne le musée de Millau, c'est pareil. Cette tablette n'est absolument pas mise en valeur et c'est dommage parce que ça pourrait attirer des gens. En plus, c'est pour moi, c'est en dehors de mon appétence pour tout ce qui va être malédiction, sorcellerie, etc. Je trouve que c'est un objet juste hyper important pour la culture gauloise, quoi, parce que comme tu disais, c'est quasiment un des textes ou un des textes les plus longs qu'on ait en gaulois à l'heure actuelle, et pour moi c'est une œuvre majeure de l'histoire de la Gaule en fait. Ça devrait être vraiment mis en valeur de manière plus plus, quoi. Plus. Oui. Mais ça taisez-le si vous nous écoutez. On se soucie peu du patrimoine. Enfin non, j'exagère parce que le musée de l'Odève, par exemple, a été entièrement refait. Il a réouvert il y a 4 ans et il est vraiment magnifique. Il y a une collection de folie à la fois en archéologie et en paléontologie. Donc ça prouve que quand on s'en donne les moyens, on peut faire de belles choses et attirer le public. Voilà, et donner du travail aux gens, accessoirement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez le travail. Donc, c'est regrettable que ce ne soit pas plus mis en valeur. Mais on ne va pas passer notre temps à se plaindre. Ce qui m'intéressait aussi dans ce pont du Larzac, c'est qu'actuellement, on parle beaucoup de sorcellerie. Bon, je crois que c'était Héloïse qui avait fait une chronique dessus. La figure de la sorcière a été reprise par les féministes dans les années 1970 et elle est revenue en force il y a quelques années, notamment avec la publication du best-seller de Mona Chollet. Mais il se trouve que, bon, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que ce best-seller reprenait les thèmes du livre de Silvia Federici sur les sorcières, Caliban et la sorcière, qui était truffé d'erreurs historiques. La figure de la sorcière telle qu'on la regarde aujourd'hui correspond plus à un fantasme ou à un mythe qu'à la réalité, à la fois des sorcières, que ce soit dans l'Antiquité ou pendant les périodes de la chasse aux sorcières, ou des pratiques de magie aujourd'hui. De nos jours, ça fait hype, ça fait bien de se dire, de se proclamer sorcière, mais en fait, à l'époque, les femmes dont il est question dans ce texte ne se proclamaient sûrement pas sorcières. Parce que la magie, c'est du domaine de l'occulte, en fait. On n'en parle pas et on ne se désigne surtout pas. C'est de la folie de le faire, mais on risque gros. Heureusement, le monde moderne est un peu plus clément à ce sujet. Mais pas forcément. Pas partout, mais un peu.
Il y a toujours des procès en sorcellerie aujourd'hui, notamment en Afrique ou au Moyen-Orient, avec des histoires de désenvoûtement. Et c'est là que c'est quand même particulier, c'est qu'on fait de la pratique de la sorcellerie une magie féminine et féministe, lutter par exemple pour les droits reproductifs des femmes, alors que dans la réalité, le monde de la sorcellerie, enfin des pratiques de magie, c'est un univers d'une violence extrême. Et qui est même assez machiste. Il y a plein de sorciers qui disent, quand on arrive à les faire parler, que les sorts et la magie, c'est un truc de bonne femme. Il faut avoir assez de force pour ça. Je vais vous parler à ce sujet d'un ouvrage qui a fait date dans l'histoire de l'anthropologie. C'est Les mots, la mort, les sorts de Jeanne Favré-Saada, Ah oui, bah oui. qui a été publié en 1977. C'est une ethnologue qui a étudié les pratiques magiques en Mayenne, dans le bocage, donc dans des familles paysannes essentiellement. La magie, on n'en parle jamais, effectivement, c'est totalement tabou. On considère en fait qu'on est envoûté à partir du moment où une série de malheurs inexpliqués s'abat sur nous et qu'on va devoir chercher un coupable. C'est très souvent en fait des histoires où la méchanceté et la paranoïa prennent une part gigantesque en fait. Que ce soit dans le cas des agresseurs ou des agressés, ça va faire un tel me veut du mal, il a assassiné toutes mes bêtes en les empoisonnant, ou alors il vient me narguer sur mon lit de mort. Ça exerce les rivalités plus qu'autre chose en réalité. Voilà, c'est ça. Et en fait, les pratiques de magie, ça repose essentiellement moins sur des sorts que sur de la psychologie. Sur l'usage de la parole performative aussi. La parole performative, c'est quand on énonce quelque chose dont on espère que ça aura des effets concrets. Par exemple, quand on dit « je te baptise au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit » ou alors « je te maudis ». Ouais. Dans la magie moderne, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Hein. Enfin, quand tu étudies un petit peu la question, quand tu veux lancer un sort, quand tu veux pratiquer la magie, tout est question d'intention. En fait, il y a rien vraiment de mystique. C'est plus énoncer une intention et dire les mots effectivement et diriger une intention vers quelqu'un. Donc c'est toujours le cas en fait. Hein. Ça n'a pas vraiment évolué depuis, je trouve. Bien sûr, puisque c'est une question de conviction en fait. Donc c'est aussi pour ça que souvent les gens nous disent ne pas croire à la magie, d'une parce qu'ils ne veulent pas être regardés comme des crédules, parce que souvent le regard des ethnologues sur la magie, ça a été de dire que c'était un truc de paysans ou d'arriérés, et aussi qu'ils ne veulent pas être pris dans un sort, parce que c'est très difficile de s'en dépêtrer. Alors, cette tablette date de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, donc autour des années 90 à 110, quoi. Ouais. Après, ce que ça dit sur les sociétés de l'époque, c'est-à-dire, ça donne déjà une indication sur... déjà, on ne sait pas si les liens entre femmes sont des liens réels ou symboliques, parce que c'est fille d'eux, mère d'eux, mais ça peut être, est-ce que ce sont des liens biologiques ou est-ce que ce sont des liens de maître à élève? Là, on ne le sait pas non plus. Ce sont des noms à la fois latins et gaulois aussi. Oui, parce que c'est gallo-romain du coup en fait, si c'est après Jésus-Christ. C'est une société gallo-romaine. On sait aussi que la Bessière était une sorte de village-étape, d'après les fouilles qui ont été exercées. Hein. C'était essentiellement un lieu d'élevage, d'après les restes qu'on a trouvés, parce que au contraire de Lodève et Millau, qui étaient des lieux de production de la céramique assez importants, en fait, c'était déjà une étape, un lieu où on ne restait pas, puisque le Larzac était déjà un paysage assez sauvage, même si le paysage a quand même beaucoup évolué. Il est beaucoup plus défriché aujourd'hui qu'à l'époque gallo-romaine, en fait. Après, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs inscriptions différentes, donc ne croyez pas à tout ce qu'on voit dans les films. Quand on voit le spécialiste des langues anciennes qui déchiffre en 5 minutes une inscription sur une pierre tombale, ce qui va permettre aux héros d'avancer, en réalité, ça prend 10 ans de travail, avec 3 équipes différentes. Surtout quand il y a 40 connards qui ont écrit les uns par-dessus les autres et que tu comprends plus rien et tu sais plus qui a fait quoi. On ne sait pas non plus, en fait, comme je vous ai dit, on ne sait pas si c'est Severa Pertionicna qui a été enterré dans cette tombe ou si c'est une autre personne, puisque un des vases portait l'inscription Gemma. Aussi. Donc c'est peut-être le nom de la personne qui a été enterrée, donc peut-être une femme parce qu'on a retrouvé une bague qui va mieux à un doigt de femme, mais d'un autre côté, comme elle a été incinérée, on ne peut pas vraiment analyser l'ADN du défunt. Quoi. On ne saura jamais vraiment, il n'y a pas de certitude. Donc c'est beaucoup de peut-être dans cette chronique. Bah oui, mais c'est normal. Comme souvent en archéologie. Plus c'est tôt dans l'histoire, plus c'est chiant à décrypter. Mais d'ailleurs, je me posais une question. Moi, j'étais persuadé que les Gaulois n'avaient pas d'écriture du tout, en fait. Et pourtant, du coup, il y a quand même des traces écrites qui sont retrouvées de temps en temps, alors. Oui, il
il y en a beaucoup en fait, mais ce sont souvent des traces qui concernent en fait les aspects pratiques du quotidien. Alors au départ, c'était dans l'alphabet grec qui était utilisé parce que les Grecs ont été les premiers à commercer et à avoir des relations diplomatiques avec les peuples gaulois. Ouais. Donc on a des traces qui concernent les échanges commerciaux sur des pierres tombales aussi beaucoup dans le Midi. Mais c'est des écritures qui sont grecques ou latines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écriture Voilà. gauloise en fait, c'est juste ils Voilà, apprennent à c'est écrire ça, l'écriture des autres. Exactement. Ok, d'accord. Mais pour tout ce qui concerne les textes littéraires, les épopées, on n'en a pas de traces en fait. On en a des traces orales plus tard Oui, dans parce la que c'est- littérature celtique, par exemple, dans la légende arthurienne aussi, qui emporte des traces où toute la matière de Bretagne, ce sont des reliquats des mythes celtiques, mais tout ça Bien passait sûr, à ouais. l'oral justement. Oui, c'est ça, C'était c'est des mythes oraux qui ont été transcrits après en latin ou en grec, quoi. Donc, mais il n'y a pas d'écriture gauloise celtique, quoi. Voilà, c'est ça. Et Ok. c'est pour ça que ce texte est si important, c'est qu'on a vraiment une trace de la psyché gauloise en dehors des traces plus matérielles et pratiques. Dans les sociétés celtiques, c'est essentiellement les druides et l'aristocratie qui savaient lire et écrire et qui détenaient les pouvoirs associés à ce savoir. Bien sûr. Voilà, les druides et les bardes aussi, qui étaient chargés donc de la transmission orale. Merci beaucoup Isman pour ton Ben intervention. ouais, merci sur carrément, ce parce sujet. que en plus c'est un truc que moi j'avais laissé traîner depuis longtemps en me disant ah ce serait trop cool que je fasse une chronique sur le plan du Larzac que j'aurais jamais fait, tu vois. Donc C'est bien, on se Donc, complète merci à toi. entre chroniqueurs. Voilà, et puis je voulais signaler une dernière chose, Oui. c'est que cette inscription du plan du Larzac a été mise en musique par un groupe Ah ouais C'est pas suisse vrai. qui s'appelle Eluveiti. Ah oui, Ok. d'accord, oui, très bien. Et alors c'est un groupe de Celtic Metal, bon je ne sais pas s'ils sont très clairs au niveau... Je n'ai rien entendu de méchant trop sur eux. Voilà. D'accord, parce que souvent il faut malheureusement, tout ce qui est Ouais, racine ouais. celtique est souvent très récupéré par l'extrême droite, mais en tout cas la chanson est agréable à écouter.
Ok. Et Eluvaiti, ça veut dire je suis helvète, ou je viens d'Helvétie. Et ça a été retrouvé sur un graffiti sur une coupe du 3e siècle avant Jésus-Christ, à Mantoue. Ok. Donc c'est un helvète qui a laissé sa petite marque. Une marque personnelle qui est reprise par un groupe de métal. Un groupe de métal qui met en musique toutes ces inscriptions gauloises. Ils ont fait une chanson aussi sur une autre inscription qu'on a trouvée dans une source dédiée au dieu Maponos. Mais pour tous ceux qui sont intéressés, donc je vous engage à aller voir toute cette production sur la langue gauloise et les langues celtiques. Et c'est important aussi, si vous vous intéressez par exemple aux racines des langues celtiques, le gallois, etc., ça peut être d'une grande utilité. Voilà. Voilà, si vous Ok. étiez pas trop J'espère bourré que- pendant les 4 derniers jours du Hellfest, vous les avez vus sur la main stage 2. Tu les as vus du coup, c'est ça cette année, c'est ce que tu. Ouais, mais en fait, j'adorais ce groupe quand j'étais au lycée, et du coup, Ouais. je les avais déjà vus à Toulouse, et puis bon, j'ai pas trop pris le temps d'aller les voir au Hellfest, mais Voilà. Et j'ai cette passé la chanson- tête, ils étaient là. Et cette chanson donc s'appelle le Bricktom, qui signifie la magie, le charme. D'accord. C'est les Bricktom. Et bah peut-être qu'on la passera. Écoute, si ça nous fait pas arrêter par le bot YouTube, on verra ça. Ouais. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.